Bonjour à toutes et à tous. Savez-vous ce qu'il y a de plus étrange quand on arrive à 80 ans? C'est que personne ne vous prépare vraiment à ce qui va se passer. Et je ne parle pas seulement de rides ou de cheveux blancs. Je parle de transformations profondes qui se produisent dans votre cerveau, dans votre manière de ressentir, même dans votre perception du temps. Je suis le docteur Alexandre Delacour et il y a peu, un patient de 82 ans m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. « Docteur, c'est comme si on m'avait changé le disque dur. » Et il avait raison. La science a démontré qu'en arrivant à cet âge, 8 changements neurologiques et psychologiques se produisent totalement inévitables. Certains vont vous surprendre, d'autres peuvent vous effrayer, mais tous font partie d'une évolution naturelle que nous devons comprendre. Restez bien jusqu'à la fin, car le 7e changement est celui qui m'a le plus bouleversé en plus de 40 ans de pratique clinique, et croyez-moi, il peut transformer pour toujours votre vision du vieillissement. Voyez-vous, cela fait plus de 40 ans que j'étudie la psychologie humaine, et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que vieillir n'est pas seulement un processus biologique, c'est une révolution complète de votre système nerveux, de vos émotions, de votre identité. Quand nous atteignons les 80 ans, nous ne sommes pas simplement des versions plus anciennes de nous-mêmes, nous sommes des êtres profondément différents. Et ce n'est ni de la poésie, ni de la philosophie de comptoir, c'est de la neuroscience pure. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ces 8 transformations inévitables, non pas pour vous faire peur, mais pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer ou ce qui se passera, parce que l'ignorance engendre la peur, alors que la connaissance nous donne du pouvoir. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Vertu et Raison et à mettre un j'aime à cette vidéo. Alors, respirez profondément, ouvrez-vous à ce qui va venir et commençons. La première chose inévitable qui se produit à partir de 80 ans défie toute logique. Le temps commence à se déplacer de manière étrange. Et ce n'est pas qu'une impression subjective, c'est un phénomène neurologique réel. Vous avez déjà entendu une personne âgée dire que l'année est passée à toute vitesse. Pour elle, ce n'est pas une exagération, c'est sa réalité. Et la science l'explique de façon fascinante. Notre cerveau mesure le temps en fonction des expériences nouvelles. Quand on est jeune, chaque journée est remplie de premières fois. Le premier baiser, le premier emploi, le premier voyage. Chaque expérience nouvelle crée une marque temporelle dans votre mémoire. C'est pour cela que les étés de l'enfance semblaient interminables. Mais à 80 ans, la plupart de ces premières expériences ont déjà été vécues. Le cerveau passe en pilote automatique, la routine domine la vie, et quand il y a peu de nouveautés à enregistrer, le cerveau compresse le temps. C'est comme s'il montait un film en supprimant toutes les scènes répétitives. Une étude de l'université Duke a montré que les personnes de plus de 80 ans traitent le temps jusqu'à 60% plus vite que les jeunes 60%. Imaginez cela. Une année pour eux peut se ressentir comme 4 mois pour nous. Mais voici ce qu'il y a de plus troublant. Cette distorsion ne touche pas seulement la perception du présent, elle modifie aussi la façon dont on se souvient du passé. Des événements survenus, il y a 50 ans, peuvent sembler plus proches que ce qu'ils ont mangé la veille. La ligne du temps devient floue, nébuleuse. J'ai eu une patiente, Martine, 84 ans. Un jour, elle m'a dit « Docteur, parfois je ne sais plus si quelque chose est arrivé il y a 10 ans ou le mois dernier. Tout se mélange. » Et ce n'était pas de la démence. C'était simplement son cerveau en train de réorganiser ses priorités de stockage. Ce qui est encore plus frappant, c'est que ce changement de perception du temps altère aussi la capacité de planifier à long terme. Quand une année se ressent comme un battement de cils, faire des projets à 5 ans n'a plus aucun sens. Voilà pourquoi beaucoup de personnes de 80 ans vivent intensément le présent, non pas par sagesse philosophique, mais parce que le futur leur paraît abstrait, presque irréel. Un autre exemple concret. J'avais un patient, Édouard, architecte à la retraite, 81 ans.
Il me racontait qu'il planifiait tout des mois à l'avance. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un lui demande ce qu'il fera l'été prochain, la question lui paraît absurde. L'été prochain, c'est dans des années-lumière, me disait-il, alors qu'il ne restait que 6 mois. Cette accélération subjective du temps a des conséquences profondes sur la façon dont les octogénaires prennent des décisions. Ils ne remettent plus au lendemain, ils ne disent plus « un jour peut-être ». S'ils veulent faire quelque chose, ils le font maintenant, parce que le maintenant est la seule chose qui leur semble tangible. Et il y a encore un autre effet. Cette distorsion temporelle touche aussi les relations. Quand vous voyez vos petits-enfants 1 fois par mois, pour eux, 1 mois est long. Mais pour vous, à 80 ans, ce même mois a filé en un clin d'œil. Voilà pourquoi tant de grands-parents s'étonnent de la rapidité avec laquelle les enfants grandissent. Ce n'est pas qu'ils grandissent plus vite, c'est que le temps du grand-parent ne s'écoule plus à la même vitesse. Cette désynchronisation temporelle crée des fossés énormes dans la communication. Le jeune dit « Je t'ai appelé il y a 3 jours, ça fait une éternité ». Le grand-parent pense « 3 jours, c'était hier ». Les deux ont raison, chacun selon sa propre horloge intérieure. Et pourtant, ce n'est que le début. La deuxième transformation inévitable est l'une des plus libératrices et en même temps l'une des plus problématiques. Le filtre social qui vous a poussé toute votre vie à bien vous tenir s'éteint. À 80 ans, le cortex préfrontal, cette partie du cerveau qui vous murmure « ne dis pas ça, tais-toi, ce n'est pas le bon moment », commence à perdre en efficacité. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est une réorganisation des priorités cérébrales. Vous voyez ce grand-père qui dit exactement ce qu'il pense sans se soucier des conséquences? Ce n'est pas qu'il soit devenu grossier, c'est que son cerveau ne dépense plus d'énergie à filtrer chaque pensée avant de la prononcer. L'amygdale, le centre émotionnel du cerveau, change aussi de fonctionnement. À partir de 80 ans, elle réagit moins aux stimuli négatifs et davantage aux positifs. On appelle cela le biais de positivité du vieillissement. Ça paraît très joli, non? Mais il y a un revers. D'un côté, les personnes âgées sont en général plus heureuses. Elles cessent de se soucier des broutilles. La vie des autres les importe de moins en moins. Elles libèrent des années de ressentiments accumulés. C'est magnifique à voir. Mais, de l'autre côté, ce même mécanisme les rend plus vulnérables. Pourquoi croyez-vous que les escrocs ciblent tant les personnes âgées? Parce que leur cerveau détecte moins bien les signaux de danger social. Ils voient de la bonté là où il y a de la manipulation. Ils font confiance là où ils devraient douter. Je me souviens de Rodolphe, 81 ans, chef d'entreprise à succès toute sa vie. Un jour, il est arrivé dévasté en consultation. Il avait perdu ses économies dans une arnaque qu'une personne plus jeune aurait décelée en quelques secondes. Il m'a dit « Docteur, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Avant, j'étais tellement méfiant. » Je lui ai expliqué que son cerveau avait changé, qu'il n'était ni stupide ni naïf. Il était simplement un octogénaire avec un système de détection des menaces socialement recalibré. Et cela ne signifie pas faiblesse, mais transformation. Cette baisse du filtre explique aussi pourquoi tant de personnes âgées expriment leur amour de manière plus directe. Elles vous disent « je t'aime » sans détour. Elles vous serrent plus fort dans leurs bras, pleurent plus facilement. Le vernis social tombe, et ce qui reste, c'est l'émotion à nu. Je pense à une autre patiente, Gloria, 83 ans. Toute sa vie, elle avait été réservée, presque froide, éduquée à une époque où montrer ses sentiments était perçu comme un signe de faiblesse. Mais à 80 ans, quelque chose a changé. Elle a commencé à enlacer ses enfants, à leur dire combien elle les aimait, à pleurer lors des réunions de famille. Ses enfants étaient déconcertés. Ils pensaient qu'elle faisait un début d'Alzheimer. Pas du tout.
Son cerveau avait simplement décidé qu'il n'était plus utile de retenir ses émotions. Pourquoi continuer à se contenir? Pour maintenir une image qui n'a plus d'importance. Pour satisfaire des attentes sociales d'une époque révolue. Et voilà la grande paradoxale. Cette absence de filtre les rend plus authentiques, mais aussi plus exposés au rejet. Quand ils expriment leur amour et qu'ils ne reçoivent pas de réponse, la douleur est plus vive. Quand ils disent leur vérité et qu'on les ignore, la blessure est plus profonde, parce qu'ils n'ont plus les défenses psychologiques qui les protégeaient auparavant. J'ai vu des patients brisés parce qu'ils avaient dit « je t'aime » à un enfant, qui avait répondu par un simple « ok » distrait. Pour l'enfant, ce n'était qu'une phrase de plus. Pour le parent de 80 ans, c'était un coup de poignard, car quand vous n'avez plus de filtre, vous n'avez plus non plus de coussins émotionnels. Est-ce bien? Est-ce mal? Ni l'un ni l'autre. C'est inévitable. Cela fait partie du processus. Le comprendre nous rend plus compatissants envers nos aînés et envers nous-mêmes lorsque nous atteindrons cet âge. Mais il existe quelque chose d'encore plus profond qui se produit dans le cerveau. La troisième transformation inévitable est l'une des plus redoutées, et pourtant l'une des moins bien comprises. La mémoire devient radicalement sélective. Et non, je ne parle pas d'Alzheimer. Je parle d'un phénomène normal du vieillissement, avec un sens profondément humain. À 80 ans, l'hippocampe, cette structure cérébrale qui permet de former de nouveaux souvenirs, a perdu environ 20% de son volume, 20%. C'est comme si votre disque dur avait soudainement beaucoup moins d'espace disponible. Mais ce qui est fascinant, c'est ceci. Le cerveau n'oublie pas au hasard. Il suit un schéma, une logique, un critère de sélection qui révèle beaucoup sur la façon dont l'esprit humain fonctionne réellement. Quels souvenirs sont conservés? Ceux qui portent une charge émotionnelle, ceux qui vous ont défini, votre premier amour, la naissance de vos enfants, cette conversation qui a changé le cours de votre vie. Et ce qui s'efface, ce sont les détails banals. Ce que vous avez mangé mardi dernier, le nom de cette personne rencontrée à une fête il y a 3 mois, le mot de passe que vous venez de modifier. C'est comme si le cerveau disait « J'ai un espace limité, alors je ne vais garder que l'essentiel. » Et l'essentiel, ce ne sont pas les données, mais les expériences qui ont construit ton identité. Je me souviens d'un patient, Ernest. À 83 ans, il ne se rappelait plus où il avait posé ses clés 5 minutes auparavant. Mais il pouvait réciter, mot pour mot, le poème qu'il avait écrit à sa femme pendant leur lune de miel 60 ans plus tôt. Chaque vers, chaque virgule, ce n'était pas de la démence, c'était de la priorisation cérébrale. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant et en même temps de très beau dans ce processus. Le cerveau ne se contente pas de conserver. Il est capable de réécrire le passé, d'adoucir les traumatismes et d'amplifier les moments heureux. La science parle de réminiscence positive, un mécanisme de survie psychologique. Si nous nous souvenions de chaque douleur, de chaque trahison, de chaque perte, avec la même intensité qu'au moment où elles sont survenues, il serait impossible de continuer à vivre. Le cerveau le sait et ajuste. Une de mes patientes, Isabelle, se rappelait son enfance comme quelque chose de merveilleux alors que ses frères la décrivaient comme difficile, marquée par un père alcoolique et violent. Qui avait raison? Probablement les deux. Elle avait reconfiguré ses souvenirs pour pouvoir vivre en paix. Et il n'y a rien de mal à cela. Le cerveau ne ment pas quand il édite les souvenirs. Il fait sa propre thérapie. Il passe au crible des décennies d'expérience et en extrait ce dont il a besoin pour continuer. C'est un acte d'autocompassion neurologique. Un autre patient, Fernand, se souvenait de ses 50 années de mariage comme d'une union parfaite. Sa femme était décédée 2 ans plus tôt, mais ses enfants m'avaient confié qu'il y avait eu des infidélités, des disputes, des années de distance.
Il ne niait pas la réalité. Il réécrivait l'histoire de sa vie de manière à pouvoir honorer l'amour au-delà de ses imperfections, et cela, loin d'être une distorsion, est profondément réparateur. Au fond, qu'est-ce qui est le plus réel? Les faits objectifs ou l'expérience subjective? Pour le cerveau d'un octogénaire, ce qui compte, c'est ce qu'il ressent. Ce phénomène explique aussi pourquoi les personnes âgées semblent parfois ailleurs. Elles ne sont pas confuses, elles voyagent entre les temps, entre le présent et des souvenirs si vivants qu'ils sont, pour leur esprit, tout aussi réels. Avez-vous déjà vu une personne âgée regarder dans le vide en souriant? Elle n'est pas perdue. Elle visite un souvenir si puissant qu'il reprend vie en elle. Et à cet instant précis, ce souvenir est sa réalité. Je me rappelle Dolores, 85 ans. Pendant nos séances, il lui arrivait de se taire soudainement, le regard figé. Je pensais qu'elle s'était déconnectée, jusqu'au jour où je lui ai demandé « Où étiez-vous » Elle m'a répondu « Dans le jardin de la maison de mon enfance. Je peux sentir l'odeur des roses. Je sens le soleil sur mon visage. » Ce n'était pas une hallucination, c'était un souvenir si intense qu'il activait les mêmes zones cérébrales que l'expérience originale. Son esprit avait brouillé la frontière entre passé et présent, et elle était heureuse là-bas. La mémoire ne disparaît pas à 80 ans, elle se transforme, elle se concentre, elle devient poétique, sélective, protectrice, et elle nous oblige à repenser ce que signifie vraiment ce souvenir. Peut-être que ce souvenir, ce n'est pas revivre les faits, mais en extraire le sens, reconstruire une identité et trouver la paix avec ce qui a été vécu. Et en ce sens, le cerveau octogénaire se souvient mieux que le cerveau jeune. Il retient ce qui compte. Cela nous amène à la quatrième transformation inévitable, profondément paradoxale. Alors que beaucoup de personnes âgées deviennent plus solitaires par la force des choses, leur besoin psychologique de connexion humaine, lui, s'intensifie comme jamais, et cela a une base neurobiologique claire. À cet âge, la production d'ocytocine, l'hormone de l'attachement et du lien, devient irrégulière. Le cerveau la libère en bouffées intenses lors d'interactions significatives, mais elle s'épuise vite lorsque le contact humain manque. C'est comme si le cerveau disait « Je ne sais pas combien de temps il me reste ». Alors chaque étreinte, chaque conversation profonde, chaque geste d'intimité compte double. Je l'ai vu encore et encore en consultation. Des personnes qui, dans leur jeunesse, étaient indépendantes, presque solitaires, se transforment à 80 ans. Elles appellent leurs enfants 3 fois par jour, ont besoin d'entendre des voix, de voir des visages, de sentir une présence. C'est de la biologie pure. Le cerveau octogénaire a compris quelque chose que les jeunes ignorent encore. L'isolement est plus meurtrier que la cigarette ou l'obésité. Les études récentes le confirment. La solitude chez les plus de 80 ans augmente le risque de mortalité prématurée de 50%. 50%. Le cerveau le sait et déclenche des alarmes. Voilà pourquoi tant d'aînés semblent quémander de l'attention. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la survie. Je pense à Antoine, 85 ans, ancien militaire, un homme stoïque, solide, autonome. Un jour, il est arrivé en pleurant parce que son fils n'avait pas répondu à ses appels depuis 2 jours. « Je me sens pitoyable, docteur », m'a-t-il dit. « Avant, je pouvais rester des mois seul sans problème. » Je lui ai répondu « Tu n'es pas pitoyable. Ton cerveau a changé. La neuroplasticité fonctionne dans les 2 sens. Avoir besoin de contact humain n'est pas une faiblesse, c'est l'expression la plus pure de notre nature. Le problème, c'est que nous vivons dans une société qui sanctionne ce besoin. Les personnes âgées qui recherchent de la compagnie sont cataloguées comme dépendantes. On leur dit d'être fortes, de ne pas déranger, et elles finissent par l'intégrer. Elles ont honte de leur besoin naturel de lien, s'isolent et meurent plus vite
non pas d'une maladie physique, mais de faim affective. Soyons clairs, l'isolement social chez les octogénaires n'affecte pas seulement l'humeur. Il fragilise le système immunitaire, augmente l'inflammation chronique, accélère le déclin cognitif. C'est littéralement toxique au niveau cellulaire. Je me souviens d'Amélie, 84 ans, veuve depuis 3 ans. Ses enfants vivaient loin et ne la visitaient qu'à Noël et pour son anniversaire. Elle disait qu'elle allait bien, mais son corps racontait une autre histoire. Infections à répétition, tension artérielle incontrôlable, perte de poids inexpliquée. Les médecins ne trouvaient rien, jusqu'au jour où elle m'a dit « Je passe des journées entières sans parler à personne. Je parle à la télévision, aux plantes, aux photos. » Là, j'ai compris. Son corps s'éteignait, faute de contact humain. Je lui ai proposé quelque chose de simple. Aller 3 fois par semaine dans une maison de quartier, prendre un café, discuter, jouer aux cartes. En 2 mois, sa santé s'est nettement améliorée. Non parce qu'elle avait de nouveaux médicaments, mais parce que son cerveau recevait ce dont il avait besoin, la présence humaine. Ce changement se reflète aussi dans un domaine dont on parle très peu, la sexualité. Oui, la sexualité à 80 ans change, mais elle ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle devient moins génitale et plus affective. Le désir d'être touché, pris dans les bras, caressé, se renforce. Je me souviens de Carmen, 82 ans. En larmes, elle m'a confié « Ce qui me manque le plus, c'est que quelqu'un me prenne la main. Mon mari est mort il y a 5 ans et personne ne m'a touché depuis. Je me sens invisible. » Cette phrase me brise le cœur chaque fois que j'y repense, parce qu'elle révèle une vérité cruelle. Nous traitons les personnes âgées comme si elles étaient asexuées, comme si elles n'avaient plus besoin d'intimité physique, alors qu'elles en ont désespérément besoin. Le contact physique libère de l'ocytocine, réduit le cortisol, régule le rythme cardiaque, améliore le sommeil. Ce n'est pas un luxe, c'est un besoin physiologique. Le leur refuser, c'est les condamner à une souffrance silencieuse. J'ai vu dans certaines maisons de retraite que lorsqu'on met en place des programmes de thérapie par le toucher, massage simple, mains prises dans les mains, accolades pour dire bonjour, les résidents vont beaucoup mieux. Pas à cause d'un médicament miracle, mais parce qu'ils se sentent à nouveau vus, sentis, vivants. Le cerveau octogénaire désire la connexion avec la même intensité qu'un adolescent en quête d'amour. Cela devrait nous pousser à repenser complètement notre manière de prendre soin de nos aînés. Ils n'ont pas seulement besoin de médicaments ni de nourriture. Ils ont besoin de présence, de conversation, de contact, d'amour tangible. Lorsque ces besoins ne sont pas comblés, quelque chose en eux se fane peu à peu, en silence. Nous appelons cela vieillesse normale. Ce n'est pas normal, c'est de l'abandon émotionnel. Et pourtant, quelque chose d'encore plus déroutant se produit dans le cerveau, quelque chose qui change à jamais la façon dont nous faisons l'expérience de la réalité. La 5e transformation inévitable est peut-être la plus contre-intuitive et la plus libératrice. La peur de la mort diminue de manière spectaculaire et ce n'est ni de la résignation ni de la dépression. C'est un véritable changement neurologique qui transforme la relation que l'on entretient avec sa propre mortalité. Les études de neuroimagerie montrent que, chez les personnes de plus de 80 ans, l'amygdale réagit de moins en moins aux stimuli liés à la mort. C'est comme si le cerveau disait « Je suis fatigué d'avoir peur, il est temps d'accepter l'inévitable ». Et cela génère une paix que les jeunes ont du mal à comprendre. J'ai parlé de la mort avec des centaines d'octogénaires. La plupart m'ont étonné par leur sérénité. Ils ne sont pas désespérés, ni terrorisés. Ils sont curieux, prêts, parfois même impatients. Un de mes patients, Julien, 87 ans, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Alexandre, la peur de la mort, c'est un luxe de jeunes nous. Nous n'avons plus l'énergie pour ça.
Et puis, nous avons vu mourir tellement de gens que ça ne nous semble plus si terrible. C'est un point crucial. À 80 ans, vous avez perdu vos parents, probablement votre conjoint, beaucoup d'amis, parfois même un enfant. La mort n'est plus une abstraction, c'est une présence quotidienne, et la familiarité réduit la peur. Mais il se passe aussi autre chose. Le lobe frontal, chargé de la planification à long terme et de l'anticipation, réduit son activité. Cela signifie que le cerveau cesse de se projeter constamment vers l'avenir, et si vous ne vivez plus en permanence dans le futur, la mort perd une grande partie de sa charge menaçante. Les jeunes craignent la mort parce qu'elle leur vole du potentiel, tout ce qu'ils auraient pu faire, être, vivre. Mais à 80 ans, le potentiel s'est transformé en vécu. Il n'y a plus vraiment de « un jour je ». Les choses en suspens pèsent moins. Cela ne veut pas dire que les octogénaires veulent mourir. Cela veut dire qu'ils ont intégré la mort comme une partie naturelle de l'existence. Ils l'ont normalisée. Et cette normalisation leur donne une liberté existentielle que nous, plus jeunes, n'avons pas. Je me rappelle une conversation avec Rose, 84 ans. Elle m'a dit « Avant, chaque douleur dans la poitrine me terrorisait. Je pensais « Ça y est, c'est l'infarctus, je vais mourir. Maintenant, je sens la douleur et je me dis « Bon, si c'est aujourd'hui, eh bien, ce sera aujourd'hui. » Et la douleur disparaît plus vite, vous voyez? L'acceptation de la mortalité a des effets thérapeutiques bien réels. Elle réduit l'anxiété, diminue le stress, permet de profiter du présent sans l'ombre constante du futur. Je pense aussi à Hector, 89 ans, ancien chirurgien. Il avait passé sa vie à sauver des vies, à lutter contre la mort. À 89 ans, sa relation à la mort avait radicalement changé. Un jour, il m'a dit « J'ai commencé à voir la mort comme un repos bien mérité. J'ai tant travaillé, tant lutté. Tu sais quoi? Je suis fatigué et je n'ai plus peur de me reposer. » Ce n'était pas de la dépression, c'était de l'acceptation, de la sagesse. Un homme qui avait fait la paix avec sa finitude. Mais attention, cela a une dimension très délicate. Certains octogénaires vivent ce que j'appelle une fatigue vitale. Ce n'est pas une dépression clinique, c'est une fatigue existentielle. Ils ont tellement vécu, tellement expérimenté qu'ils sont simplement prêts. Cela pose des dilemmes éthiques immenses. Comment distinguer une dépression qu'il faut traiter d'une fatigue vitale qu'il faut respecter? Quand respecter le souhait de ne plus vouloir continuer? Je n'ai pas de réponse simple. Personne n'en a. J'ai eu des patients qui m'ont dit « Docteur, je ne veux pas me suicider, mais si je m'endors ce soir et que je ne me réveille pas, je serai en paix. » Que répondre à cela? Leur dire qu'ils sont malades ou reconnaître qu'il existe une différence entre vouloir mourir et être prêt à mourir? La frontière est extrêmement fine et demande une évaluation prudente. Mais j'ai appris qu'un désir de faim n'est pas toujours pathologique. Parfois, c'est simplement humain. Ce que je sais en revanche, c'est ceci. La peur de la mort ne définit pas la qualité de vie. Se libérer de cette peur peut, au contraire, permettre de vivre les dernières années avec une plénitude incroyable, sans anxiété anticipatoire, sans panique existentielle. Juste de la présence, juste le maintenant. J'ai vu des octogénaires accomplir des choses extraordinaires, précisément parce qu'ils n'avaient plus peur de mourir. Voyager seul, dire des vérités qu'ils taisaient depuis des décennies, rompre avec des relations toxiques, poursuivre des rêves longtemps différés. Que peuvent-ils risquer? Mourir. Ce n'est plus une menace, c'est une certitude acceptée. C'est comme enlever un sac de 50 kilos que l'on a porté toute sa vie. Tout à coup, on peut marcher plus léger, respirer plus profondément, être plus soi-même. Je pense à Claire, 86 ans. Une fois qu'elle a accepté sa mortalité, elle est devenue la personne la plus vivante que j'ai jamais connue.
Elle s'est mise à peindre, à écrire des lettres à ses petits-enfants, à pardonner de vieux ressentiments. Elle m'a dit « Alexandre, maintenant que je sais vraiment que je vais mourir, je sais enfin comment vivre. » Voilà la magnifique paradoxale du vieillissement. La proximité de la mort peut vous apprendre à vivre mieux que toute une vie passée à la fuir. Et cela nous mène à la 6e transformation, qui est, à mes yeux, la plus controversée. La 6e chose inévitable qui survient à 80 ans est la plus difficile à expliquer et aussi la plus difficile à vivre. Votre identité, ce sentiment intime de qui je suis, commence à se fragmenter, puis, avec un peu de chance, à se reconstruire en quelque chose de totalement nouveau. Toute votre vie, vous avez bâti une identité fondée sur des rôles. Père, mère, professionnel, fils, fille, conjoint, ami. Mais à 80 ans, beaucoup de ces rôles ont disparu. Vos enfants n'ont plus besoin de vous. Vous êtes à la retraite depuis des années. Peut-être avez-vous perdu votre partenaire. Vos parents sont morts depuis longtemps. Alors, qui êtes-vous? Cette question, qui semble philosophique, a des conséquences neurologiques bien réelles. Le cerveau possède un réseau spécifique appelé réseau du mode par défaut, Default Mode Network. Il s'active lorsque nous pensons à nous-mêmes, à notre identité. Chez les plus de 80 ans, ce réseau montre des schémas atypiques. Il s'active de manière plus diffuse, moins focalisée. C'est comme si le cerveau disait « Je ne suis plus tout à fait sûr de qui je suis ». Et cela provoque une crise existentielle silencieuse que peu de gens nomment. J'ai vu des patients brillants, accomplis, qui à 80 ans se sentent insignifiants, comme l'ombre d'eux-mêmes. Et la douleur de cette perte d'identité peut être aussi aiguë que n'importe quelle douleur physique. Michel, ingénieur à la retraite, 83 ans, m'a dit « Quand j'étais ingénieur, je savais qui j'étais. Maintenant, je ne suis plus qu'un vieux et vieux. Ce n'est pas une identité, c'est une étiquette que les autres m'ont collée. » Cette phrase résume le drame de millions d'octogénaires. La société leur ôte leur rôle productif, mais ne leur propose aucune identité alternative significative. Elle les range dans la catégorie « personnes âgées » et considère que l'histoire s'arrête là. Pourtant, quelque chose de fascinant se produit chez certains d'entre eux. Ils parviennent à reconstruire leur identité de façon radicalement nouvelle. Ils cessent de se définir par ce qu'ils font, pour se définir par ce qu'ils sont. C'est un passage du faire à l'être. Ce basculement exige un travail psychologique profond, lâcher l'ego, l'attachement au passé, le besoin d'être encore important selon les critères des autres. Trouver de la valeur dans la simple existence. Une de mes patientes, Béatrice, a réussi cette transition d'une manière bouleversante. À 81 ans, elle m'a dit « Je ne suis plus la professeure que j'ai été, je ne suis plus la mère qui élève des enfants. Maintenant, je suis simplement Béatrice, et Béatrice est quelqu'un qui regarde, qui écoute, qui aime, qui existe, et cela suffit. » J'en avais des frissons. Elle avait accompli ce que la plupart d'entre nous ne parviennent jamais à faire dans toute une vie. Se libérer du besoin d'être quelque chose pour quelqu'un, elle se contentait d'être. Mais tous n'y arrivent pas. Beaucoup restent coincés dans la nostalgie de ce qu'ils ont été. Ils vivent dans le passé parce que le présent ne leur offre pas d'identité satisfaisante. Et c'est une forme de mort avant la mort. Cette fragmentation identitaire explique aussi pourquoi certains octogénaires racontent la même histoire encore et encore. Ce n'est pas uniquement un problème de mémoire, c'est une tentative de se reconstruire à travers la narration. Chaque fois qu'ils racontent comment ils ont rencontré leur épouse ou comment ils ont monté leur entreprise, ils sont en train de se dire à eux-mêmes « Voilà qui j'ai été, c'est ce qui me définit ». Ils ont besoin de répéter ces histoires,
parce que leur cerveau doit renforcer cette narration identitaire. C'est comme si, chaque matin, ils devaient se rappeler qui ils sont. Cela devrait transformer notre façon d'interagir avec eux. Quand votre grand-père vous raconte pour la 10e fois la même anecdote, il ne cherche pas à vous ennuyer. Il vous demande inconsciemment de l'aider à maintenir son identité. La réponse compatissante n'est pas « tu me l'as déjà raconté », mais d'écouter à nouveau, avec patience et avec cœur. Parce que dans cet acte d'écoute, vous lui dites « ton histoire compte, ton identité existe, tu es réel ». Et nous arrivons maintenant aux 2 dernières transformations, celles qui, à mon sens, changent vraiment tout. La 7e transformation inévitable, la plus mystérieuse à mes yeux, est la suivante. L'empathie se dilate presque de manière mystique. À 80 ans, beaucoup de personnes développent une capacité de compréhension du souffrance d'autrui qu'elles n'avaient pas auparavant. Ce n'est pas seulement de la maturité émotionnelle, c'est un changement dans la façon dont le cerveau traite les expériences des autres. Les neurones miroirs, ces cellules qui nous permettent de ressentir ce que l'autre ressent, deviennent plus actives dans certaines zones du cerveau des octogénaires, comme si, après 8 décennies d'expérience humaine, le cerveau avait constitué un atlas complet de la douleur et de la joie. J'ai vu des patients autrefois égocentriques se transformer en personnes profondément compatissantes. Ils n'ont pas lu 3 tonnes de livres de développement personnel. Leur cerveau a changé. Une de mes patientes, Lucie, 86 ans, m'a dit « Maintenant, quand je vois quelqu'un souffrir, je le sens ici, dans la poitrine. Avant, je comprenais avec la tête. Maintenant, je sens avec tout le corps. » Cette montée en empathie a un côté lumineux. Les octogénaires peuvent devenir des phares de sagesse émotionnelle pour leur famille. Mais il y a aussi un côté douloureux. Ils ressentent la souffrance du monde avec une intensité parfois écrasante. Ce qui nous amène à la 8e et dernière transformation inévitable. La transcendance devient urgente. À 80 ans, la majorité des personnes traversent ce qu'Erikson appelait la crise de l'intégrité versus désespoir. C'est le dernier grand défi psychologique de la vie. Trouver un sens à tout ce qui a été vécu ou se noyer dans le regret. Le cerveau d'un octogénaire cherche désespérément des réponses. Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que j'ai laissé quelque chose d'important? Ai-je assez aimé? Ai-je été suffisamment aimé? Cette quête se manifeste de multiples façons. Certains deviennent religieux alors qu'ils ne l'étaient pas. D'autres recherchent des réconciliations. Beaucoup développent un besoin soudain de laisser un héritage, écrire leur mémoire, enregistrer des vidéos, raconter l'histoire de la famille. Ce n'est pas de la simple nostalgie. C'est un besoin neurobiologique de fermer le cercle, de trouver une cohérence narrative à 8 décennies d'existence. J'ai eu un patient, Albert, athée toute sa vie. À 82 ans, il a commencé à aller à l'église. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu « Je ne sais pas si je crois en Dieu, Alexandre, mais j'ai besoin de croire que tout cela a eu un sens, que ce n'était pas juste du bruit et de la fureur. » Ce besoin de sens est universel à 80 ans. Ceux qui parviennent à le trouver vivent leurs dernières années dans une paix profonde. Ceux qui n'y arrivent pas se consument dans l'amertume. Alors, qu'apprenons-nous de ces 8 transformations? D'abord, vieillir n'est pas seulement se détériorer, c'est se transformer en une version radicalement différente de soi-même, mais pas forcément en pire. Ensuite, le cerveau d'un octogénaire n'est pas un cerveau défectueux. C'est un cerveau adapté. Il priorise ce qui importe. Les relations, les émotions, le sens. Troisièmement, la compassion envers nos aînés ne doit pas se fonder sur la pitié, mais sur la compréhension. Quand nous comprenons ce qui se passe dans leur cerveau, nous cessons de juger et nous commençons à accompagner. Quatrièmement,
Ces transformations ne sont pas une fin, mais le début de la dernière grande étape de la vie humaine. Une étape qui peut être la plus profonde, la plus authentique, la plus libre de toutes. Si vous avez 80 ans et que vous regardez ceci, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en pleine transformation. Faites confiance au processus. Accueillez ces changements. Si vous êtes plus jeune, préparez-vous avec curiosité plutôt qu'avec peur. Ces transformations vous attendent. Et apprenez dès maintenant à honorer vos aînés. Écoutez leurs histoires, prenez leurs mains, dites-leur que vous les aimez. La vie ne s'arrête pas à 80 ans. Elle se concentre, elle se distille, elle devient essentielle. Et cela, mes amis, est quelque chose que nous devrions célébrer et non redouter. Merci d'être restés jusqu'au bout. J'espère que ces paroles vous auront offert un nouveau regard sur le vieillissement. Et souvenez-vous, la vieillesse n'est pas l'ennemi. Ce qui est notre ennemi, c'est l'ignorance de ce qu'est vraiment la vieillesse. On se retrouve dans la prochaine vidéo, ici sur Vertu et Raison.